Je ne pense pas que on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort, donc. Philosophiquement, oui. La société a le droit de se défendre. Le moment est venu de montrer que la société est décidée à utiliser tous les moyens. Établir aujourd'hui dans notre pays la peine de mort est une nécessité. Et une nécessité urgente. Je suis pour la peine de mort parce que je suis avocat. Et je sais que dans une construction de peine, il faut qu'il y ait un sommet et une base. Je m'aperçois que du jour où on a supprimé la peine de mort, on a aussi de fait supprimé l'enfermement à vie, qui n'existe pas. C'était un symbole, la peine de mort. C'était vous savez, le sommet de la hiérarchie des peines. Je pense que les Français doivent être interrogés. On l'a aboli alors qu'une énorme majorité des Français étaient pour la peine de mort. Une majorité de Français est favorable à la peine de mort, encore aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la peine de mort. Et plus largement de la répression, parce que ça va de pair, et puis depuis quelques temps, on assiste à des discours sécuritaires, autoritaires, punitivistes, on a même un ministre qui like, un petit commentaire comme ça qui parle de la peine de mort. Alors on sait pas trop si c'est une maladresse, un misclic, ou si le gars aime ça, la peine de mort, si ça le fait bander. Et on a aussi tout un tas d'éditorialistes qui passent à l'antenne pour nous expliquer que ce serait pas mal de remettre le bagne. Je le dis, ça peut choquer, il faut rétablir le bagne. Votre fermeté ce matin sur les sujets mineurs délinquants, sur les prisons, effectivement, que vous souhaitez changer. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse avec cette question parfois dérangeante, et ce n'est pas tant moi qui la pose que ce que j'entends parfois dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes ? Non. Il y a ceux qui souhaitent rétablir également la peine de mort. C'est pas la même chose. Non, j'entends bien. Monsieur le ministre. Et moi, du coup, j'aimerais un petit peu qu'on se penche sur ce que ça dit, ce que ça implique, pourquoi ça revient à la mode actuellement, et puis surtout, est-ce que ça fonctionne ou pas sur la criminalité ? Alors bien sûr, vous me voyez venir, on va devoir un petit peu évoquer Surveiller et punir de Michel Foucault, et puis on va faire une petite rétrospective historique pour comprendre un petit peu l'évolution du pouvoir punitif. Dans les premières civilisations étatiques, Mésopotamie, Égypte, Chine ancienne, la peine de mort est omniprésente. On la retrouve codifiée dans le code d'Hammurabi en -1750, œil pour œil, dent pour dent. La peine capitale est appliquée pour le vol, l'adultère ou même le fait de ne pas dénoncer un crime. Elle n'a pas pour but premier d'être dissuasive, mais de rétablir un ordre cosmique et social rompu par le crime. Le souverain ne punit pas simplement pour protéger la société, il le fait au nom d'un ordre divin qu'il incarne, et la mise à mort du coupable, généralement publique, permettait à la société de se purifier. Chez les Grecs et les Romains, on commence à réfléchir à la justice comme une construction humaine et non plus simplement comme un devoir sacré, même si la notion de purification et de souillure reste très présente. Platon parle de justice comme d'un équilibre intérieur et politique, et Aristote comme d'une recherche de la juste mesure. Dans les faits, les cités punissent durement, condamnation à boire de la ciguë, empalement, lapidation et tout un tas de joyeusetés. À Rome, la peine de mort est un outil politique. Crucifixion pour les esclaves, damnatio memoria pour les traîtres, jeu du cirque pour les condamnés. C'est le pouvoir impérial qui se met en scène dans la punition pour affirmer une domination spectaculaire. Idée qui sera recyclée plus tard par les monarchies européennes. Au Moyen-Âge en Europe, la peine de mort reste centrale mais devient profondément chrétienne. Le crime n'est plus seulement une transgression de la loi humaine, mais une faute devant Dieu. Le condamné doit expier son crime dans la souffrance. On pend, on décapite, on brûle, on roue, les tortures et la mort sont des rituels symboliques de purification de l'âme par la destruction du corps, durant lesquels on demande au condamné de confesser ses fautes. Là encore, les exécutions sont publiques, on ne cherche pas à cacher la violence, au contraire, on l'expose pour faire peur, pour marquer les esprits, pour renforcer la puissance du Seigneur ou du roi. Et pour illustrer ça, je vais vous lire le châtiment infligé à Robert-François Damien en place publique pour sa tentative de régicide qui est décrit au début du livre Surveiller et punir. Si vous l'avez déjà lu ou que vous êtes un petit peu sensible, vous pouvez avancer la vidéo de 5 minutes, et les autres, on est parti. Le 5 janvier 1757, en fin de journée, alors que Louis XV sort de Versailles pour rejoindre sa calèche, un homme s'approche et le poignarde à l'aide d'un petit couteau. Le roi est blessé, légèrement, l'agresseur, lui, ne cherche même pas à fuir et est arrêté. Il s'appelle Robert-François Damien. Damien a été condamné le 2 mars 1757 à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, où il devait être mené et conduit dans un tombereau, nu, en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de 2 livres, puis, dans le dit tombereau, à la place de Grève et sur un échafaud qui sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras,
cuisses et gras des jambes, sa main droite tenant en icelle le couteau dont il a commis le dit patricide. Brûlé de feu, de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et soufre fondu, et ensuite son corps tiré et démembré à 4 chevaux, et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, et ses cendres jetées au vent. Enfin, on l'écartela, raconte la Gazette d'Amsterdam. Cette dernière opération fut très longue, parce que les chevaux dont on se servait n'étaient pas accoutumés à tirer, en sorte qu'au lieu de 4, il en fallut mettre 6. Et cela ne suffisant pas encore, on fut obligé pour démembrer les cuisses du malheureux de lui couper les nerfs et de lui hacher les jointures. On assure que quoiqu'il eût toujours été grand jureur, il ne lui échappa aucun blasphème, seulement les excessives douleurs qui lui faisaient pousser d'horribles cris. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, Jésus, secourez-moi » Les spectateurs furent très édifiés de la sollicitude du curé de Saint-Paul qui, malgré son grand âge, ne perdait aucun moment pour consoler le patient. On a allumé le soufre, mais le feu était si médiocre que la peau du dessus de la main seulement n'en a été que fort peu endommagée. Ensuite, un exécuteur, les manches troussées jusqu'au-dessus des coudes, a pris des tenailles d'acier faites exprès, d'environ 1,5 pied de long, l'a tenaillé d'abord au gras de la jambe droite, puis à la cuisse, de là aux 2 parties du gras du bras droit, ensuite aux mamelles. Cet exécuteur, quoique fort et robuste, a eu beaucoup de peine à arracher les pièces de chair qu'il prenait dans ses tenailles 2 ou 3 fois du même côté, en tordant, et ce qu'il en emportait formait à chaque partie une plaie de la grandeur d'un écu de 6 livres. Après ces tenaillements, Damien, qui criait beaucoup sans cependant jurer, levait la tête et se regardait. Le même tenailleur a pris avec une cuillère de fer dans la marmite de cette drogue toute bouillante qu'il a jetée en profusion sur chaque plaie. Ensuite, on a attaché avec des cordages destinés à atteler aux chevaux, puis les chevaux attelés dessus à chaque membre le long des cuisses, jambes et bras. Le sieur Le Breton, greffier, s'est approché plusieurs fois du patient pour lui demander s'il avait quelque chose à dire. A dit que non. Il criait comme on dépeint les damnés, rien n'est à le dire à chaque tourment. « Pardon, mon Dieu, pardon, Seigneur !» Malgré toutes ces souffrances ci-dessus, il levait de temps en temps la tête et se regardait hardiment. Les cordages si fort serrés par les hommes qui tiraient les bouts lui faisaient souffrir des maux inexprimables. Le sieur Le Breton s'est encore approché de lui et lui a demandé s'il ne voulait rien dire. A dit non. Les confesseurs se sont approchés à plusieurs et lui ont parlé longtemps. Il baisait de bon gré le crucifix qu'il lui présentait. Il allongeait les lèvres et disait toujours « Pardon, Seigneur !» Les chevaux ont donné un coup de collier, tirant chacun un membre en droiture, chaque cheval tenu par un exécuteur. 1/4 d'heure après, même cérémonie, et enfin, après plusieurs reprises, on a été obligé de faire tirer les chevaux, savoir ceux du bras droit à la tête, ceux des cuisses en retournant du côté des bras, ce qui lui a rompu les bras aux jointures. Ces tiraillements ont été répétés plusieurs fois sans réussite. Il levait la tête et se regardait. On a été obligé de remettre 2 chevaux devant 2 attelés aux cuisses, ce qui faisait 6 chevaux. Point de réussite. Enfin, l'exécuteur Samson a été dire au sieur Le Breton qu'il n'y avait pas de moyen ni espérance d'en venir à bout, et lui dit de demander à messieurs s'ils voulaient qu'il le fît couper en morceaux. Le sieur Le Breton descendit de la ville, a donné ordre de faire de nouveaux efforts, ce qui a été fait. Mais les chevaux se sont rebutés, et un de ceux attelés aux cuisses est tombé sur le pavé. Les confesseurs revenus lui ont parlé encore. Il leur disait, je l'ai entendu, « Baisez-moi, messieurs ». Le sieur curé de Saint-Paul n'ayant osé, le sieur de Marseilly a passé sous la corde du bras gauche et l'a été baisé sur le front. Les exécuteurs s'unirent entre eux et Damien leur disait de ne pas jurer, de faire leur métier, qu'il ne leur en voulait pas. Les priait de prier Dieu pour lui et recommandait au curé de Saint-Paul de prier pour lui à la première messe. Après 2 ou 3 tentatives, l'exécuteur Samson et celui qui lui avait tenaillé ont tiré chacun un couteau de leur poche et ont coupé les cuisses au défaut du tronc du corps. Les 4 chevaux, étant en plein collier, ont emporté les 2 cuisses après eux. Celle du côté droit la première, l'autre ensuite. Ensuite, on a été fait autant au bras et à l'endroit des épaules et aisselles, et aux 4 parties. Il a fallu couper les chairs jusqu'à presque aux os. Les chevaux tirant en plein collier ont emporté le bras droit le premier et l'autre après. Ces 4 parties retirées, les confesseurs sont descendus pour lui parler, mais son exécuteur leur a dit qu'il était mort. Quoique la vérité était que je voyais l'homme s'agiter et la mâchoire inférieure aller et venir comme s'il parlait. L'un des exécuteurs a même dit peu après que lorsqu'ils avaient enlevé le tronc du corps pour le jeter sur le bûcher, il était encore vivant.
Les 4 membres détachés des cordages des chevaux ont été jetés sur un bûcher préparé dans l'enceinte en ligne droite de l'échafaud, puis le tronc et le tout ont ensuite été couverts de bûches et de fagots, et le feu mis sur la paille mêlée de ce bois. En exécution de l'arrêt, le tout a été réduit en cendres. Le dernier morceau trouvé dans les braises n'a été fini d'être consumé qu'à 10h30 et plus du soir. Les pièces de chair et le tronc ont été environ 4 heures à brûler. Les officiers, au nombre desquels j'étais, ainsi que mon fils, avec des archers par forme de détachement, sommes restés sur la place jusqu'à 11h. Bon, et je vous ai épargné les semaines de torture qui ont précédé l'exécution publique, déjà parce que je pense que vous avez compris l'idée. Mais ce qui est important surtout, c'est ce que décrit cette scène. Et ce que décrit cette scène, c'est pas une simple violence d'État ou un acte de barbarie gratuite. C'est un rite politique qui permet de réaffirmer la souveraineté monarchique en montrant son pouvoir, sa capacité à briser et à soumettre. Le supplice n'a pas pour fonction première de punir un crime, mais de rappeler à tous qui détient le monopole de la violence légitime. Parce que le pouvoir n'est jamais réellement contre la violence, mais il décide quelle violence est acceptable. Mais cette logique du supplice, elle se fissure au XVIIIe siècle, non pas par simple sensiblerie humaniste, mais bien par changement structurel. L'émergence d'un nouveau type de société porté par la montée du capitalisme transforme la relation au corps. Dans les économies de plus en plus tournées vers la production et le travail salarié, un corps brisé ne sert à rien. Il faut des individus utiles, productifs, rentables. C'est une des raisons pour lesquelles on passe à un châtiment destructeur du corps, à une peine qui réforme et redirige les comportements. Il ne s'agit plus d'anéantir l'offenseur ou de corriger l'offense, mais de le faire rentrer dans l'ordre utile. Et ce changement, il coïncide aussi avec une transformation démographique majeure. Les populations urbaines augmentent, les villes grossissent, les foules deviennent plus nombreuses, parfois plus incontrôlables, et un supplice trop brutal infligé en place publique, ça peut susciter de la pitié, de la colère, voire même des débordements et déclencher des émeutes. Parallèlement, les révolutions politiques, anglaises, américaines et bien sûr françaises, surtout françaises, s'accompagnent de la montée en puissance de l'idée de souveraineté populaire. Le pouvoir politique n'appartient plus à un roi ou à une autorité transcendante comme Dieu, mais au peuple lui-même. Comprenant qu'il risque davantage à se montrer qu'à s'effacer, le pouvoir choisit une nouvelle stratégie, ne plus punir pour se faire craindre, mais pour discipliner. C'est la naissance du système carcéral moderne et des politiques de surveillance. Et là, certains vont me dire, attends frère, la prison, ça existait avant. Et c'est bien Billy, je vois que t'es attentif. La prison en tant que lieu d'enfermement existait effectivement avant l'émergence du capitalisme, mais sa fonction sociale était très différente. Dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, l'emprisonnement n'était pas une peine en soi, mais un dispositif temporaire utilisé pour retenir un individu avant une sanction réelle. Généralement une amende, une mutilation, un bannissement ou une exécution. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que la prison commence à s'imposer comme la peine centrale, notamment en Angleterre. Durant l'époque victorienne, la prison devient un outil de gestion des classes populaires. Les lois sur les pauvres, comme la loi de less eligibility, établit que les conditions de vie en prison et dans les maisons de travail forcé devaient être plus pénibles, humiliantes et dégradantes que celles des ouvriers les plus précaires afin de les dissuader de demander l'aide publique et les forcer à accepter des conditions d'exploitation extrêmes. Avec la montée du libéralisme économique et des théories de l'individualisme, des penseurs comme Herbert Spencer et des réformateurs sociaux défendent l'idée que l'individu est responsable de son propre sort dans le cadre de la doctrine du self-help, l'autodépendance. On diffuse l'idée que la pauvreté n'est pas un phénomène social ou économique, mais le résultat de fautes individuelles, paresse, immoralité ou manque de discipline. Idée qui n'aura de cesse d'être martelée au cours des siècles suivants, et ce jusqu'à aujourd'hui. Quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Pendant qu'on enferme les pauvres dans les prisons pour les punir de leur misère, on envoie aussi les indésirables à l'autre bout du monde. Quelque temps auparavant, les galères royales accueillaient les condamnés qui purgeaient leur peine en ramant, souvent jusqu'à la mort. Mais lorsque les galères sont supprimées en 1748, on les remplace par des établissements fixes, les bagnes. Ils s'imposent progressivement comme une forme particulière de peine d'enfermement, mêlant punition, dissuasion et gestion coloniale. En Guyane et en Nouvelle-Calédonie, il devient un outil d'élimination sociale des individus considérés comme irrécupérables ou encombrants, condamnés de droit commun, récidivistes, mais aussi opposants politiques comme les communards. Officiellement conçu comme un moyen de réinsertion par le travail, le bagne s'apparente en réalité à une peine de mort lente. Les conditions de vie y sont extrêmement dures, les détenus vivent dans des dortoirs surpeuplés, enchaînés, exposés à la maladie, à la violence et à une surveillance permanente. Le travail est éreintant, construction navale, exploitation forestière, creusement de routes ou extraction minière.
Le climat tropical dans les colonies, les fièvres, le manque d'hygiène et l'alimentation défaillante entraînent un taux de mortalité extrêmement élevé, entre 25 et 50%. À cela s'ajoute la relégation. L'obligation pour les condamnés ayant purgé leur peine de rester sur place à vie, sans ressources ni possibilité réelle de réintégration. Le bagne incarne ainsi une logique punitive radicale, fondée sur l'exclusion définitive et la déshumanisation. Il faudra attendre 1938 pour que la France abolisse officiellement le bagne colonial, bien que certains établissements aient encore fonctionné jusqu'au début des années 50. Dans ce nouveau paradigme, la peine de mort n'est plus un spectacle de souveraineté, mais un acte administratif intégré au système carcéral comme outil de dernier recours pour éliminer les individus jugés irréformables ou trop dangereux pour l'ordre social. Elle devient donc moins théâtrale et réalisée avec des méthodes efficaces, presque cliniques, et progressivement retirées du regard public. Le 9 octobre 1981 en France, elle est finalement abolie sous l'impulsion du ministre de la Justice Robert Badinter. La dernière exécution a eu lieu en 1977 avec la décapitation de Hamida Djandoubi à Marseille. C'était il y a 44 ans. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives à l'aube sous le dénoir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Mais la peine de mort ne disparaît pas pour autant. En 2023, 55 pays la pratiquaient encore. D'ailleurs, l'État de Caroline du Sud a remis le peloton d'exécution à la mode. Faut dire que la peine de mort, ça semble vachement pratique sur le papier. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi tu étais contre la peine de mort? Tu sais depuis quand la peine de mort a été abolie dans l'histoire de l'humanité? Pas longtemps. C'est tout récent, hein. C'est depuis qu'ils font tout pour détruire les religions. À l'époque, les gens étaient exécutés place publique, et même si de nos jours ça paraît cruel et inhumain, il y avait plein de bénéfices à faire ça place publique. Ça faisait un divertissement pour le peuple, ça dissuadait ceux qui voulaient tenter leur chance, et l'humiliation en elle-même était déjà une punition. Tu sais que 31% des prisonniers qui ressortent récidivent dans les 12 mois après leur sortie. Donc tu peux dire ce que tu veux, mais la peine de mort, ça évite la récidive, ça dissuade beaucoup plus, et à un moment, il faut se mettre dans le crâne que des gens ne changeront jamais. Et ceux qui disent qu'il leur faut des vrais perpètes, mais tu sais combien ça coûte un prisonnier? Non. Ça coûte 110 € par jour, et c'est un impôt qui paie. Donc il faudrait payer pour des mecs qui ont découpé et bouffé des gens. D'ailleurs, la majorité des Français sont d'accord avec ça. Les derniers sondages disent que 55% des Français sont favorables à un rétablissement de la peine de mort. Alors autant pour le risque de récidive, je peux comprendre l'argument, même si en réalité, ce qui contribue pas mal au risque de récidive, ce sont notamment les conditions carcérales, puisque des recherches indiquent que les conditions de détention inhumaines peuvent augmenter les taux de récidive. Par exemple, une étude menée par Shelley Listwan, criminologue à l'université de Caroline du Nord à Charlotte, montre que des environnements carcéraux hostiles n'ont pas l'effet dissuasif escompté et exacerbent les facteurs de rechute. Dans une enquête portant sur 1600 anciens détenus, Listwan identifie 3 formes de stress carcéral particulièrement corrélées à la récidive. La victimisation directe, un environnement perçu comme menaçant et des relations conflictuelles avec les surveillants. Être témoin de violences, notamment sexuelles, s'avère aussi être un facteur prédictif important de réincarcération. Ce constat rejoint celui observé dans des systèmes pénitentiaires très répressifs comme celui du Japon, où les conditions de vie extrêmement strictes, isolement, surveillance constante, absence d'intimité et violence, coexistent avec un taux de récidive élevé, environ 60% pour certaines catégories de détenus. Ces résultats contredisent l'idée que la sévérité du système dissuade la récidive, et les premières formes du modèle carcéral comme le modèle du panoptique illustrent comment des conditions de détention ultra sévères ne réhabilitent pas mais au contraire déclenchent des troubles mentaux, des violences et des suicides. Listwan souligne que punir sans traiter les causes profondes du passage à l'acte, comme les addictions, les troubles mentaux, la précarité ou l'absence de soutien social, ne permet pas de modifier durablement les comportements. A l'inverse, les approches fondées sur la réhabilitation, comme l'éducation, la thérapie ou la formation professionnelle, ont démontré une efficacité mesurable. Par exemple, les programmes éducatifs en prison sont associés à une baisse de 43% du risque de retour en détention, selon une méta-analyse du Rand Corporation. Et pour les coûts, une fois pris en compte les procédures judiciaires dans les affaires capitales qui sont extrêmement longues, complexes et soumises à des appels multiples, on s'aperçoit qu'elles ont en réalité un coût énorme pour l'État. Une étude menée en Californie a estimé que la peine capitale coûte en moyenne 308 millions de dollars par exécution. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça parce que ça fait 10 minutes que je vous saoule avec le système carcéral en tant qu'outil de gestion des populations, mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que ce système n'est pas neutre. Il est conçu pour juger, condamner et punir massivement certaines catégories de la population. Et ça, c'est pas une dérive ou un dysfonctionnement, c'est inscrit dans son ADN.
Tout comme pour les incarcérations, dans les pays qui appliquent la peine de mort, ce sont les minorités ethniques ou religieuses, les personnes précaires et les moins éduquées qui sont massivement surreprésentées. Cette représentation, elle est structurelle. Ces populations sont plus surveillées, plus contrôlées, plus arrêtées et moins bien défendues par l'appareil judiciaire. Pas d'argent pour un bon avocat, pas de réseau, pas de cellule d'investigation privée et pas la même crédibilité aux yeux des juges et des jurés. Aux États-Unis, plus de 95% des condamnés à mort sont défendus par des avocats commis d'office, souvent débordés, sous-payés et sans accès aux ressources nécessaires pour mener une défense solide. Une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Science estime d'ailleurs qu'au moins 4% des condamnés à mort aux États-Unis sont en réalité innocents. Et ce taux est certainement l'un des plus bas en ce qui concerne les pays qui pratiquent la peine capitale. Comprenez bien que quand la peine de mort devient plus rentable que l'incarcération, c'est que les garanties fondamentales et les droits humains ont été sacrifiés. On peut penser à l'Arabie Saoudite, au Vietnam, à l'Iran ou à la Chine, où les procès peuvent durer moins d'1 heure et les exécutions suivent parfois dès le lendemain. Résultat, des milliers de condamnations à mort par an, majoritairement issues des classes populaires, des minorités ethniques et religieuses et des dissidents politiques. Les bandeurs d'exécution, votre place est en Arabie Saoudite. Ça faisait un divertissement pour le peuple. Ce qui plaide le mieux en faveur de l'abolition de la peine de mort, ce sont les arguments qu'emploient ses partisans et leur mentalité. L'argument principal des défenseurs de la peine de mort, c'est sa capacité dissuasive. Parce que s'intéresser aux systèmes qui créent et entretiennent la criminalité, ouais, c'est un peu compliqué, faut réfléchir et tout. Bon, puis le fait que la justice soit partiale, que ce soit certaines catégories de population qui soient condamnées, que ça condamne des innocents, que ça coûte une couille. Bon, tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est on prend la racaille, là, toute la racaille, on les fout dans les bagnes ou en prison où on les exécute, comme ça tout le monde se chie dessus, et puis après, hop, ça file droit. Comme au beau vieux temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la logique utilitariste de la dissuasion. Elle repose sur l'idée que la menace d'une sanction empêche quelqu'un de commettre un crime parce que les individus seraient des agents purement rationnels. Elle a été théorisée par César Beccaria dans Des délits et des peines au XVIIIe siècle. Or, toutes les recherches contemporaines en criminologie, en psychologie sociale et en psychiatrie montrent exactement l'inverse. Une large part des crimes sont impulsifs, sous l'effet de la colère, du désespoir, de la peur, de l'alcool, de pathologies mentales ou de parcours de vie chaotiques. Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont qui, celles-là, sont nobles. Et il a raison, Robert. Le National Research Council américain en 2012 a passé en revue toutes les études menées depuis la réintroduction de la peine capitale en 1976 et aucune ne permet de conclure qu'elle influence d'aucune façon les taux de criminalité. Au Canada, les homicides ont même chuté de moitié depuis son abolition et une étude comparative entre Hong Kong qui est abolitionniste et Singapour qui est exécutrice n'a montré aucune différence sur les homicides. Dans les Grandes Caraïbes, même résultat, sur les 10 États présentant le plus fort taux d'homicide, 6 maintiennent la peine de mort. En fait, selon la Coalition mondiale contre la peine de mort, ce qui dissuade, ce n'est pas tant la violence de la peine que la probabilité perçue d'être attrapé. Pour les classes populaires, cette probabilité augmente avec la mise en place d'un système autoritaire et liberticide, et pour les classes plus aisées, la criminalité en col blanc, elle reste faible puisque leur position rend les autorités policières et judiciaires complaisantes et les condamnations marginales. Et ça, c'est un phénomène qui avait déjà été mis en lumière par Edwin Sutherland en 1949, et qui montrait que les délits des élites étaient à la fois moins visibles et moins poursuivis. Et donc on comprend mieux maintenant pourquoi dans certains contextes politiques, souvent en période de crise, certains gouvernements préfèrent appliquer des programmes répressifs face à l'insécurité plutôt que de se pencher sur les causes structurelles qui génèrent cette criminalité. La punition n'est pas seulement un moyen de cohésion sociale, elle reflète les structures économiques et les rapports de classe. En période de prospérité économique, les peines tendent à s'adoucir car il est plus aisé d'intégrer les individus dans le système productif, mais en période de crise marquée par un chômage massif, des tensions économiques ou une raréfaction des ressources, la justice pénale se durcit pour renforcer son pouvoir de dissuasion face à d'éventuelles contestations sociales. Ces durcissements s'accompagnent souvent d'une montée des discours illibéraux. C'est l'état de droit, en gros, qui est le synonyme de notre désarmement. Oui, ouais. Et que nous sommes ligotés par notre droit de l'homisme, englués. Sécuritaire. La sécurité, de sécurité, de sécurité. La sécurité, c'est des policiers, j'ai plus de bleus dans la ville, de sécurité, de prévention, de sécurité à Bordeaux, sur la vidéosurveillance, pour remettre de l'ordre. Pour l'armement de la police municipale. L'armement de la police municipale. D'armer la police municipale. Une augmentation de 2 millions d'euros du budget de la police municipale. Une hausse de 23% des nombres de policiers municipaux dans nos rues. Les caméras de vidéoprotection, leur nombre atteindra 215 à la fin de l'année, soit une hausse de 58% depuis 2020. Plus de bleus dans les... Et on légitime le contrôle des populations via des sanctions de plus en plus arbitraires et brutales.
Alors là, je vois venir le genjutsu. Oui, mais les tueurs en série et les pédophiles, faut les attraper comme ça, faut les choper, il faut les couler dans l'acide. Alors calme-toi, hein, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 10% des enfants qui sont victimes de pédophilie, donc déjà il va falloir une très très grande baignoire. Mais surtout, ce réflexe émotionnel court-circuite toute réflexion sociétale en la réduisant à une question morale simpliste. Ce qu'il a fait est horrible, et donc son sort doit être horrible. Ce raisonnement au premier abord, il peut paraître un petit peu rassurant, mais il pousse à penser la justice non plus comme un système rationnel, mais comme un dispositif d'exception. Dans ce contexte, ce n'est plus la justice que l'on applique, c'est un simple châtiment destiné à assouvir un besoin de vengeance collective. Cette logique oblitère toute possibilité d'analyse, de doute, de réhabilitation, de réparation, en nous empêchant de comprendre les causes sociales, psychologiques ou systémiques des comportements criminels. Et surtout, elle abaisse le seuil de ce qui est acceptable en matière de répression. Elle permet de réduire des individus ou des groupes à une seule caractéristique, celle de l'ennemi pour qui le droit humain est superflu. À Guantanamo par exemple, des centaines d'individus y ont été incarcérés pendant des années, sans procès, simplement désignés comme combattants ennemis ou terroristes présumés, qu'ils soient innocents ou pas. La figure du monstre ou du cas extrême est constamment mise en avant pour justifier la peine de mort ou la tolérance zéro, mais dans les faits, ce ne sont pas les cas extrêmes qui remplissent les couloirs de la mort ou les prisons, ce sont les pauvres, les marginaux, les mal défendus et les opposants politiques. Les politiques répressives ne protègent pas le peuple, elles le fracturent.